Femme noire et médecine. L'autre avec son sujet de base. C'est bon, c'est lancé. Rebonjour Jade. Rebonjour Cyril. Nous parlons des femmes noires et la médecine. Exactement. J'ai pensé, je ne vais pas refaire l'introduction, mais j'ai pensé femme noire et médecine, oui, femme noire médecin, femme noire infirmière, femme noire, bref, dans le milieu médical, dans tous les sens du terme, professionnel, patiente, tout ce que... Tu es allé au premier degré. Premier degré? Mais c'est pas du premier degré que de dire femme noire et... Jade. Oh Cyril, Okay. tu vas me manquer pendant mes vacances. Vas-y. Oui, parce que Oui. c'est la dernière... C'est la dernière chronique avant les 2 prochaines semaines. Voilà. Après, je reviens et je prends des vacances. Donc, Voilà. histoire de laisser la tension de Cyril redescendre un petit peu, les rides de son front disparaître un petit peu. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, femme noire et sortons médecine. Sortons du premier degré. Sortons du premier degré. Non, en fait, je voulais parler des femmes noires telles qu'elles sont traitées par la médecine. Ok. Voilà, en tant que patiente de la médecine. Pourquoi est-ce qu'elles reçoivent un traitement particulier? Ben, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs cas, sûrement que tu en as entendu parler, Cyril. La première fois qu'on en a discuté, toi et moi, lorsque l'idée de cette chronique est venue sur la table, c'était déjà il y a plusieurs mois. Il n'y a que maintenant, finalement, que je l'ai fait. Actualité oblige. On en avait parlé par rapport à Serena Williams. Oui. L'affaire de Serena Williams, on en reviendra un petit peu plus. Et puis, dernièrement, l'affaire est arrivée en décembre 2017, mais a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux que dernièrement, il y a eu Naomi Musanga en France, la jeune femme noire de 22 ans, qui est décédée, que le SAMU n'est pas a refusé de prendre en charge. Voilà. Là, effectivement, là, je sors du premier degré. Là, tu sors du premier degré. Oui. Alors, on va lancer la chronique. Est-ce que tu connais le serment d'Hippocrate? Le serment d'Hippocrate, c'est le serment que... disent, promettent, jurent les médecins. Voilà, c'est un serment qui date en fait du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il a été à de multiples reprises retravaillé, reformulé, etc. Mais j'ai pris un extrait en fait du serment d'Hippocrate moderne tel qu'on le donne aujourd'hui dans une grande majorité des pays occidentaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans le serment, à un moment donné, on a les praticiens qui doivent jurer « Je veillerai au respect absolu de la vie humaine. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyances, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient. » Donc c'est quand même un très beau... Oui, un, c'est clair. 2, c'est un très beau serment à tenir pour un praticien. En clair, ce qu'il dit, c'est que quelle que soit la personne qu'il y a en face de moi et mes propres convictions vis-à-vis de cette personne, je suis médecin, c'est mon patient, je devrais la traiter et la traiter avec humanité. C'est un extrait du serment, mais je pense que c'est l'extrait le plus important et celui qui vient en tête quand on en parle. Et donc moi j'ai lu ce serment et à la fin je me suis dit ah lol. Ça a été ma réaction quand j'ai fini la lecture du serment. Je dis oh c'est joli ça. Alors pourquoi j'ai rigolé là-dessus? Parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs affaires qui sont revenues concernant femmes noires et la médecine. Comme je l'ai dit, on a parlé de Serena Williams, surtout malheureusement on a parlé de Naomi Musanga donc, qui est décédée. Je vais surtout parler là du coup de Naomi Musanga. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une jeune femme noire donc, qui est décédée le 20 décembre 2017 alors qu'elle a appelé le SAMU pour demander de l'aide. Le SAMU, les 2 jeunes femmes, les 2 opératrices ont refusé d'envoyer de l'aide et il se trouve que nous avons eu accès en fait à l'enregistrement. Donc non seulement elles ont refusé d'envoyer, elles n'ont pas seulement refusé d'envoyer de l'aide, elles se sont moquées en fait des douleurs de Naomi, se sont moquées du fait qu'elle pensait qu'elle allait mourir, l'ont traitée avec beaucoup de mépris. Hein. Bah, vous avez qu'à appeler le médecin, hein. Ok, bon. Voilà, c'est à peu près le ton qu'on entend. Naomi réussit à appeler SOS Médecins qui force le SAMU à intervenir. Mais il est déjà trop tard et Naomi est décédée en fait à 17h donc dans la soirée. Et en fait, il va y avoir, suite à cela, donc la famille porte plainte. Et je pense que c'est suite au fait que la famille ait pu obtenir l'enregistrement de l'appel et que l'enregistrement a été également déposé sur les réseaux sociaux. C'est là que l'affaire a vraiment fait du bruit et a attiré l'attention des réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment cet enregistrement. Et à partir du moment où ça a attiré l'attention des réseaux sociaux, ça a attiré l'attention des médias. Et ce qui va se passer, c'est que dans les médias, il va y avoir un focus véritable sur cette affaire entre est-ce qu'on a un problème d'incompétence, donc dans ce cas-là, ce sont vraiment
les 2 opératrices qui sont en tort, sachant que l'une a été remerciée. Si je ne dis pas de bêtises, elle a été d'abord suspendue puis finalement renvoyée. Donc il y a d'abord un focus soit sur est-ce que c'est un cas d'incompétence, ou un autre focus du discours des médias, c'est les manques de moyens. On sait actuellement qu'on est dans une période où il y a eu de plus en plus de coupes budgétaires allouées au milieu hospitalier notamment. Non seulement il y a des coupes budgétaires, mais il y a vraiment une reformation du milieu comme on va faire en sorte que l'hôpital devienne finalement une entreprise. Donc non seulement on leur donne moins de moyens, mais on fait en sorte que ça se privatise de plus en plus. Donc finalement, que l'hôpital apprenne à se gérer comme une entreprise, donc apprenne à être dans l'efficacité, dans le rendement. Donc il y a vraiment eu ces dernières décennies un véritable changement là-dedans. Capitalisme oblige. Et donc les médias vont vraiment se focuser entre ces deux-là. Est-ce que c'est de l'incompétence ou au contraire, voilà, c'était les fêtes de fin d'année, on parle de personnes qui étaient peut-être épuisées, qui ont reçu 12 heures d'appel, qui n'ont pas su bien faire le tri, etc. Et ça en cause le système qui pousse de plus en plus de pression sur les soignants et les aides-soignants pour traiter de plus en plus vite et finalement de plus en plus mal les patients. Et dans ce focus, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux notamment ont dit « Mais attendez, il y a un problème dans votre discours parce qu'on n'entend pas parler de la dimension raciste de ce qui s'est passé avec Naomi. Où se trouve la critique raciste de l'affaire? Parce que à un moment donné, il faut quand même utiliser le mot racisme, il faut appeler un chat un chat. Pourquoi je parle de racisme dans le milieu médical et pourquoi ça a été à ce point écrémé dans le milieu par le discours médiatique? Il faut savoir que la médecine, d'où mon gros lol quand j'ai lu le serment, il faut bien comprendre, et on l'oublie très souvent, c'est que la médecine a été créée comme un pilier esclavagiste, comme un pilier, a été créé avec la structure du racisme. Là, tu me regardes un peu étonné, Cyril, comme toujours. Oui, Jade. Alors, je rappelle que pendant l'esclavage, la médecine était un véritable pilier de cette entreprise. On appelait, par exemple, les médecins au moment où on vendait des esclaves pour checker leur santé, voir s'ils étaient en bonne forme, s'ils allaient faire de beaux bébés. On vérifiait un peu la reproduction. Et après, alors, tout d'abord, c'est la religion qui va fournir des arguments pour expliquer pourquoi les Noirs sont sous-humains et peuvent être traités de tels. Mais après, la religion, c'est la science, et notamment la science médicale, qui va prendre le relais pour expliquer pourquoi les Noirs sont des sous-humains et peuvent donc être traités en tant qu'esclaves. Donc, on va passer de discours religieux à un discours scientifique, de ce qu'on appelle la médecine raciste, donc une médecine qui va expliquer, par exemple, leur cerveau est plus petit, si on mesure leur crâne, on peut voir que leurs yeux et leur manière de se tenir, ils sont plus proches du singe que plus proches de l'humain. Donc on va avoir tout un tas de médecins dans toutes que ce soit en psychanalyse, tout comme dans toutes les dimensions, non mais cursus, oui, on peut dire, mais qui vont donner en fait de l'explication à pourquoi on peut traiter les Noirs en tant qu'esclaves. Donc non seulement on oublie souvent cette dimension raciste de l'histoire médicale, mais on oublie également que la médecine en tant que telle et tous les progrès qui se sont faits littéralement dans le sang des esclaves. Notamment, par exemple, la gynécologie, qui est probablement le cas le plus exemplificateur de ce dont je parle. L'exemple le plus concret, plutôt, c'est la gynécologie, c'est-à-dire que la gynécologie telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est développée grâce aux opérations qu'on faisait sur les femmes esclaves. Notamment le Dr Smith, qui est considéré comme le fondateur de la gynécologie moderne. Il avait même droit à sa statue dans une des universités aux États-Unis. Possédait des esclaves, il en possédait des dizaines. Et sur une de ses esclaves, notamment Anarcha, il va faire plus de 70 opérations, bien sûr sans anesthésie, pour justement travailler la pratique de la césarienne, par exemple. Donc, les pratiques telles que la césarienne ou la stérilisation se sont faites sur les esclaves noirs. Avec bien sûr l'idée qu'on ne les anesthésiait pas parce qu'on avait développé tout un discours sur le fait que les Noirs ne ressentaient pas la douleur de la même manière. On en reparlera un peu plus, mais il y a eu tout un discours pour expliquer pourquoi on pouvait jouer au boucher sur ces esclaves. Et donc, on a toute une médecine, notamment la gynécologie, qui s'est développée à partir de ça, souvent qu'on oublie, mais pas seulement. On n'est pas obligé de remonter jusqu'à l'esclavage. Même après l'esclavage, le développement autour de la contraception ou de la pilule se sont littéralement faits sur les ventres des femmes noires et des femmes racisées, et les femmes les plus pauvres. C'est-à-dire, par exemple, que la pilule a été testée sur des femmes noires, des communautés pauvres, avant d'être proposée aux classes blanches, classes moyennes et bourgeoises, notamment avec, il y a eu tout un scandale après,
Il y a eu tout un scandale autour du Norplan, qui est une contraception qu'on forçait en fait sur les femmes noires avec un argument très moralisateur de vous êtes pauvres, vous ne pouvez pas avoir des enfants, il faut que vous preniez cette contraception, voire on les payait. Si vous acceptez qu'on vous paye, si on vous paye $300, je dis une bêtise, mais on vous paye telle somme si vous acceptez de prendre cette pilule. La stérilisation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ligature des trompes par exemple, s'est développée notamment à Puerto Rico. Donc, la Puerto Rico, c'était un peu le laboratoire à ciel ouvert des tentatives de médecine. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne proposait pas, les personnes qui y participaient n'y participaient pas avec leur accord. Ce qui est encore plus lugubre avec cette histoire, c'est que non seulement on s'entraînait sur les femmes les plus marginalisées, mais on s'entraînait sur leur accord. En fait, ce qui se passait, c'est que lorsque des femmes allaient accoucher, par exemple, après l'accouchement, pendant qu'elles étaient encore sous anesthésie, on ligaturait leur trompe ou on leur enlevait l'utérus. Puis, lorsqu'elles rentraient chez elles, elles découvraient qu'elles ne pouvaient plus avoir d'enfants. Il y a eu malheureusement encore jusqu'à nos jours, tout un scandale autour de cela. En Réunion, 1960-1970, l'île de la Réunion, on a eu en 1960-1970 des cas par milliers de stérilisations forcées, parce qu'il y avait vraiment cette idée que vous n'êtes plus des esclaves. Donc, on n'a plus besoin. Pendant l'esclavage, on avait besoin que les femmes noires fassent des bébés. Ça a augmenté les propriétés. Mais après l'esclavage et avec les vagues de panique face aux vagues d'immigrants en Occident, il y a vraiment cette idée qu'on va limiter au maximum que ces populations-là, les plus marginaux, puissent avoir des enfants, donc puissent se reproduire. Donc, il y avait vraiment des vagues de stérilisation forcée sur ces femmes qui découvraient lorsqu'elles rentraient chez elles qu'elles n'avaient plus d'utérus. Sans aller jusque-là, au Canada, Alberta ou encore la Colombie-Britannique ont mis en place des programmes de stérilisation forcée envers les femmes des populations des Premières Nations. Et ce sont des cas qui, malheureusement, on en trouve encore jusqu'en 1960, 1970. Le dernier rapport que j'avais lu disait qu'il y avait un soupçon dans certaines communautés qu'il y avait encore des cas de stérilisation forcée, jusque donc au XXIe siècle. Donc, c'est pour montrer comment, face à la médecine, et notamment face à la médecine gynécologique, obstétricienne, toutes les femmes n'ont pas le même statut. On n'est pas perçu comme pouvant recevoir les mêmes soins. Donc, lorsqu'on a rappelé un petit peu toute cette histoire de la médecine, je vais donner la gynécologie comme exemple, mais lorsque vous grattez un peu, il y a un livre qui s'appelle Medical Apartheid, qui montre en fait comment la médecine s'est développée littéralement sur les corps des plus marginalisés, donc les corps des populations noires, avant d'être proposée aux classes bourgeoises, élites et blanches. Donc, ce livre-là permet de déconstruire un petit peu toute l'histoire médicale, donc je vous le recommande. Et en fait, comme je le dis, toute cette médecine va développer également des stéréotypes, des discours extrêmement pernicieux sur la manière dont on peut traiter les populations noires. Donc, par exemple, il y a vraiment des stéréotypes, comme je l'ai dit, nous ressentent moins la douleur. Donc, on aurait des nerve endings, les nerfs qui permettent de sentir seraient beaucoup moins sensibles que la moyenne. On coagulerait plus vite. La peau noire serait plus épaisse. On vieillit beaucoup plus lentement. Et également, on a un plus grand risque soit d'être des drogués, soit on deviendrait beaucoup plus vite des drogués à la drogue finalement, donc aux médicaments. Donc on aurait une tendance à beaucoup plus vite devenir addict. Donc il faudrait nous donner beaucoup moins de médicaments. Quand je parle de ces stéréotypes, parce que je te vois étonnée. Non, je te suis avec beaucoup je vois d'attention. Oui. Ces stéréotypes-là, il y a eu une étude en 2016 dans une université médicale États-Unis, il me semble, pas Canada, États-Unis, où ils sont allés donc interroger des étudiants en dernière année. Et la grande majorité de ces étudiants, quel que soit leur background, croyaient encore à ces stéréotypes. Donc le rapport a fait quand même pas mal de bruit dans le milieu de la médecine, parce que ce sont quand même les prochains praticiens. Oui. Donc ils se sont rendus compte que les prochains praticiens croyaient encore à ce type de stéréotype. Or, ce type de stéréotype a un impact sur la manière dont nous sommes traités. Parce que du coup, on va moins nous prescrire, par exemple, de la morphine, on va moins nous prescrire des médicaments, on va moins longtemps nous permettre de rester à l'hôpital avec cette idée qu'on guérit beaucoup plus vite, donc rentrez chez vous au bout de 24 heures, alors que d'autres personnes vont être autorisées. Quand je dis d'autres personnes, les personnes blanches vont être autorisées à rester 72 heures ou parfois une semaine. Donc, il y a un vrai impact sur la manière dont nous sommes reçus dans le milieu hospitalier face à ces stéréotypes. Je note notamment le livre « Le ventre des femmes » de Françoise Vergès. Elle montre comment, notamment en Europe et en France, il y a des stéréotypes sur des communautés tout entières. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les femmes maghrébines, et dans les témoignages que j'ai pu lire par rapport à l'histoire de Naomi, il y a ce qu'on appelle
ensuite, c'est le maghrébin. On va retrouver, mais en gros, elle disait comment il y avait tout un tas de populations qui étaient directement catégorisées. Donc, par exemple, les femmes maghrébines, il y avait cette idée qu'elles jouaient la comédie. Si elles ont mal, elles le font exprès, elles ont une tendance, en fait, à être douillettes et à exagérer. Donc, il fallait les traiter de la sorte. Les femmes subsahariennes, il y avait cette idée, elles ont vu pire. Donc, elles peuvent supporter. Donc, allons-y. Et en général, les femmes non blanches, c'était vraiment cette idée que déjà qu'on les accueille en France, ils viennent que pour utiliser la sécu. Donc, il ferait mieux de ne pas se plaindre. Et donc, le livre de Françoise Vergès est une véritable étude autour de ça et de l'impact qu'il y a sur la manière dont les femmes, et notamment les femmes enceintes, sont traitées par le milieu médical lorsqu'elles ne sont pas blanches. Encore une fois, un livre que je ne peux que recommander. Donc, forcément, on a en tête le cas de Naomi Musanga, dont le nom de famille est connu des personnes qui prennent leur appel, dont l'accent s'entend également et qui va directement avoir le syndrome méditerranéen, voilà, dont on parle, c'est le syndrome méditerranéen. Et il y a des témoignages glaçants de personnes qui travaillent également dans les SAMU à recevoir ce type d'appel, qui racontent, qui ne donnent pas leur nom, mais qui racontaient comment même dans leur formation, on leur dit, bon, il faut que vous appreniez à faire le tri très vite. Les femmes maghrébines, elles jouent la comédie, hein, puis ça s'entend, lorsque vous avez l'accent, vous pouvez très vite en fait faire le tri dans ce genre de cas. Donc, eux, ils ont appelé ça le syndrome méditerranéen. Et toute cette couverture médiatique et cette dimension raciste dont je viens de parler disparaît complètement lorsqu'on parle du cas de Naomi Musanga. Tout comme, pourtant, par exemple, on a voulu parler de Serena Williams, c'est la première chose qui est venue, comme quoi, selon les contextes nationaux, il y a des angles d'études, de discours médiatiques qui n'apparaissent jamais. Aux États-Unis, on peut dire ce qu'on veut des États-Unis, le racisme, ils en parlent. Mal parfois, dans la cacophonie, mais ils en parlent. Alors qu'en Europe, en parlent. Alors qu'en Europe, c'est un peu cette ombre que tout le monde voit, mais que personne ne veut pointer. Non, il n'y a pas de racisme en Europe, on n'est pas les États-Unis. Et donc, c'est impossible de voir pourtant quelque chose qu'on connaît. On a des études, on a les statistiques, on a les livres, on a les patients qui racontent, on a les témoignages. Et malgré ça, on a le cas de Naomi Musanga qui arrive. Et dans les médias, c'est zéro. C'est probablement que l'hôpital était mal organisé ou il y a eu un problème, elle était mal formée. Pour revenir au Canada, il faut comprendre que les femmes immigrées et autochtones ici, notamment surtout les femmes des Premières Nations, ont le plus haut taux de mortalité infantile de tout le pays et aussi l'espérance de vie la plus basse. Et il faut comprendre également que dans le Canada, c'est d'autant plus choquant que le Canada est connu pour être un des pays dont le système de santé médicale est le plus, entre guillemets, accessible par rapport aux autres pays, exactement. Et surtout, le Canada, pendant 7 années, a été au numéro 1 de l'index de développement humain qui est donné chaque année par, pas les Nations Unies, mais un organisme qui est en gros. Exactement. Et ils font des statistiques sur l'éducation, sur la richesse, mais également sur l'accès aux soins, le milieu médical et l'espérance de vie. Et le Canada, pendant 7 ans, a occupé la première place. Bien sûr, ils occupaient la première place parce qu'on ne prenait pas en compte véritablement le cas des femmes et des populations autochtones en général. Et une fois que ça a commencé à percer un peu la bulle, le Canada a chuté. Il est tombé au 3e rang. 2017, il est au 10e rang. En 2013, il était même sorti du 10e. Mais en 2017, c'est le 10e rang. Mais c'est pour montrer que, de base, la population canadienne est une des populations qui a l'espérance de vie parmi les plus longues, reconnues mondialement. Mais au sein du Canada, toutes les populations n'ont pas la même espérance de vie. Et les femmes autochtones et leurs enfants ont les mêmes conditions de vie et les mêmes espérances de vie que certains des pays les plus pauvres du monde, selon ces mêmes rapports. Ce qui rend les choses encore plus, je pense, parlantes sur la différence de traitement. Il faut également comprendre que dans le cas des migrants, normalement, lorsque une population migrante arrive dans un pays, il y a une chute au niveau du statut socio-économique. Normalement, il y a quelques variations, mais normalement, quel que soit votre pays d'immigration, en arrivant, par rapport à votre pays de départ, vous subissez une chute du statut socio-économique, mais vos enfants, dès la première génération, rattrapent cette chute. Et ensuite, les enfants suivants sont supposés prendre le devant, selon, normalement, la majorité des cas de la migration. Mais lorsque vous prenez la migration des populations, entre guillemets, visibles, on sait de qui on parle, les populations racisées, les populations noires, en Europe comme aux États-Unis, il y a cette chute, mais les enfants ne récupèrent jamais cette chute. Et ça descend de plus en plus de génération en génération. Au point où on en est qu'aux États-Unis, actuellement, les femmes noires qui tombent enceintes ayant un enfant aux États-Unis ont plus de risques de mourir en couche ou mourir juste après naissance, ou voir leur enfant mourir au moment de la grossesse ou juste après naissance, que dans certains pays sous-développés du monde.
Mais ça ne touche que les femmes noires aux États-Unis. Et comme j'ai dit, les statistiques au Canada sont extrêmement parlantes. Donc pour conclure, j'ai commencé avec le serment d'Hippocrate sur le fait qu'on devrait veiller à toujours respecter son patient, quelle que soit la personne qui se trouve en face de soi. Mais comme je le dis souvent, rien n'existe dans un vacuum socio-économique et culturel. Ce n'est pas parce qu'une personne devient médecin et décide de pratiquer dans un hôpital que tout d'un coup, tout ce qui l'entoure, toute la structure hiérarchique autour de cette personne-là disparaît et que les impacts sur son propre psyché ou la manière d'agir ou de traiter les patients disparaissent. Donc, avant de faire un serment d'Hippocrate, il faudrait peut-être regarder la manière dont on pratique et en quoi c'est révélateur de notre système et en quoi on a véritablement un système à tu me regardes parce que je dis toujours la même chose à chaque conclusion de chacune de mes chroniques, mais il y a un système à déstructurer, à détruire pour pouvoir le remplacer. Et faire un serment d'Hippocrate, c'est bien joli, mais pour certains, comme je l'ai vu sur Internet, ils appellent ça le serment d'Hypocrite. Je ne vais pas conclure ça sur le serment d'Hypocrite. Qu'est-ce que tu dis si je te rétorque qu'il y a quand même de plus en plus de femmes noires qui sont dans le milieu médical, oui, dans les services gynécologiques, tout à fait, dans les services, comment on appelle la maternité, il y a donc de plus en plus de femmes noires, médecins, infirmières, sages-femmes, et qu'à partir de là, connaissant peut-être j'allais dire quoi, cette problématique que tu viens de lever, peut-être que, est-ce que ça ne diminue pas? Alors déjà, il faut bien comprendre que certes, il y a de plus en plus de femmes noires et de femmes racisées dans le milieu hospitalier, mais il faut bien voir les positions qu'elles occupent. La grande majorité occupe les positions les plus marginalisées, c'est-à-dire les infirmières, c'est-à-dire les aides-soignantes, sont donc les positions qui, ont les conditions de travail les plus dures, souvent les payes les plus basses. On voit comment sont traités les aides-soignants ou les personnes travaillant dans les services hospitaliers. On a eu une chronique d'une personne qui est venue témoigner également de ses conditions de travail. Je mettrai en lien sa chronique. Donc, certes, elles rentrent dans ce système-là, mais grande majorité des cas, elles ne sont pas dans des positions d'autorité dans le sens directeur hospitalier, directrice hospitalier, chirurgienne en tête. Il y en a, mais ce sont des cas exceptionnels. Donc ça reste quand même un système dont, une fois qu'on monte un petit peu la hiérarchie raciale, est de plus en plus blanc. Et comme je dis, c'est que ça reste un système. Et surtout, ça reste un système qui est de plus en plus, après chaque réforme sapé pour être traité comme une entreprise et pour être traité vraiment dans un milieu capitaliste, pour être dans le rendement. Et je l'ai toujours dit, le capitalisme est structurellement profondément raciste. Donc à partir du moment où vous faites en sorte qu'un milieu comme l'hôpital, par exemple, travaille à être une entreprise donc telle que fonctionne le capitalisme, bien sûr que le rendement, on parle plus de patients, on parle de clients. Et dans ces cas-là, bien sûr que les premières personnes qui vont le plus souffrir dans ces conditions-là, ce sont les populations les plus marginalisées. Parce que dans le milieu capitaliste, nous sommes les personnes qui souffront le plus. Nous sommes les personnes qui sont les plus victimes en fait de ce système-là. Nous ne sommes pas seulement victimes, nous avons également notre agentivité, mais ce système est construit sur notre dos et contre nous. Donc à partir de là, si on fait en sorte que l'hôpital fonctionne selon ces règles-là, ça va toujours se faire à notre détriment. Merci beaucoup, Jade. Je te souhaite de bonnes vacances. De bonnes vacances. Je vais aller en Guadeloupe démarrer une révolution indépendantiste. Pas démarrer, je vais me joindre à la lutte qu'il y a déjà, parce qu'il y en a des luttes indépendantistes. Voilà, je vais aller assister aux réunions. Cette émission en live, elle vient de déclarer la révolution en plein. Moi, je déclare rien. On a nos mouvements indépendantistes qui la déclarent depuis les années 60, il n'y a pas de souci. Bon, fais ce que tu veux. Je vais aller profiter de ma maman. Reviens-nous en forme. Oui, toujours. Reviens-nous en forme. Fais ta révolution. Mais reviens-nous en forme.